Je pense que l'enchantement client, pendant longtemps, ça a été une préoccupation de certaines entreprises, plutôt dans le domaine du luxe, de l'artisanat, qui s'adressaient à un nombre de clients plutôt limité. Et qui avaient surtout à l'origine, je pense, des créateurs ou des fondateurs qui avaient des vrais partis pris, des vraies convictions, des choses à dire, des choses à faire. Maintenant, c'est un sujet qui touche toutes les industries, tous les secteurs, parce qu'on est dans un environnement de plus en plus concurrentiel et que finalement, on a également une autre tendance, c'est la banalisation des produits et des offres. Donc à partir de ce moment-là, si l'offre est la même, on se bat sur quoi? On se bat soit sur le prix, soit sur ce qu'on va faire vivre aux clients. Et il faut que ce qu'on fait vivre aux clients soit un petit peu différent de ce que font vivre les autres concurrents. Donc la notion d'expérience, la notion d'enchantement, ce n'est pas du tout un gadget, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'adresse à des nantis en termes de clients ou à quelques sociétés, c'est quelque chose qui va se diffuser, je pense, partout, et ça doit être une vraie intention. Intention des marques, intention des collaborateurs, intention des managers. Alors l'enchantement client coûte surtout très cher si on ne s'en préoccupe pas. Parce qu'à partir du moment où je ne me préoccupe pas de l'enchantement client, c'est que je vais me préoccuper de la satisfaction client. Et à partir du moment où je vais me concentrer sur la satisfaction client, je vais d'une part avoir du mal à atteindre le zéro défaut, et en plus de ça, je vais user mes équipes, parce que c'est de mon point de vue une démarche qui est plutôt négative. Ne plus commettre d'erreurs pour ne plus mécontenter le client, et quand le client sera plus mécontent, il sera satisfait. Quand on vise l'enchantement, on vise déjà à donner le pouvoir aux collaborateurs. Et ces collaborateurs, ils sont dans l'entreprise, on les paye déjà. Donc autant qu'ils aient du pouvoir, autant qu'on valorise ce pour quoi on les paye, c'est-à-dire apporter quelque chose aux clients. Donc ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher et ça peut par contre rapporter gros. Dans le sens où, d'une part, ça stimule la motivation des collaborateurs. Dès qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir d'enchanter le client et qu'ils le font, ils en ont un retour immédiat. Et puis, l'autre élément, c'est que le client qui est enchanté est un client qui va sur les médias sociaux, également dans un bouche-oreille traditionnel, faire part de son expérience. Partager, même défendre la marque face à un autre client qui, lui, aura peut-être eu une démarche un peu négative. Et puis, un client enchanté est un client qui consomme plus, est un client qui dit plus facilement oui. Et donc à partir de ce moment-là, on a également, au-delà du bénéfice à moyen terme, en termes de fidélisation, en termes de bouche à oreille, de conquête, on a également un ROI à court terme, vraiment sur l'augmentation des ventes, généralement dans une boutique ou même dans un hôtel, ou quel que soit l'endroit, ça se traduit par un bénéfice immédiat en termes d'amélioration des ventes. Pour nous, c'est un cheminement. Déjà, quand on a commencé dans le métier en 1997 avec une marque qui s'appelle Luxury Attitude et qui nous a conduit, à l'époque, on s'adressait uniquement aux hôtels de luxe, aux marques de luxe, et ensuite on a généralisé, on a ouvert notre clientèle à d'autres entreprises avec la marque Customer Experience. Mais à l'origine, la première stupéfaction, c'est de se rendre compte qu'à la fin des années 90, dans les grands palaces, finalement, l'enchantement du client passait par des éléments essentiellement matériels. Ce qu'il avait dans l'assiette, ce qu'il avait dans la décoration, ce qu'il avait dans son verre, ce qu'il avait dans sa chambre, ce qu'il avait dans les salons, dans les piscines, c'était des éléments matériels. Mais que l'enchantement par l'humain était sous-exploité. Donc le déclic, ça a été surtout de se dire, si dans le luxe et dans les palaces, on n'a pas cette conscience-là de l'importance de la valeur ajoutée humaine, qu'est-ce qu'il en est dans les autres secteurs? Et à partir du moment où on confronte cette réflexion à la réalité, on se rend compte en voyant les collaborateurs dans les boutiques, dans les trains, dans les avions, dans les banques, qu'aucun d'eux, dans les années 80, fin des années 90, années 2000, années 2010, aucun d'eux n'ont en tête lorsqu'ils se lèvent le matin, chouette, je fais un super métier parce que mon job, c'est d'enchanter mes clients. C'est pas ça, ils ne sont pas programmés comme ça.